Bonjour. La philosophie, avons-nous dit, est un questionnement. Nous avons aussi souligné que le judaïsme qui nous a été transmis par les sages, de la Mishnah et du Talmud, est lui aussi un questionnement sans cesse renouvelé. D'où la possibilité d'une rencontre entre l'une et l'autre démarche. L'une et l'autre étant préoccupées, comme nous l'avons dit, par le sens de la vie et la recherche de la vraie vie ou de la vie bonne. C'est bien là le sens de la prière répétée pendant le mois de Tishré. Avinu Malkenu Kotveinu Besefer Chaim Tovim. Notre Père, notre Roi, inscris-nous dans le livre de la vie bonne. Il n'est pas question dans cette prière de ce qu'on appelle la bonne vie, d'une vie de jouissance égoïste, mais de la vie bonne, Chaim Tovim, soit une vie vouée au bien. De fait, au cours de l'histoire, se sont produites de multiples rencontres entre les sages et les philosophes. Le Talmud relate les entretiens de Rabbi Yoshua ben Hanania avec les sages d'Athènes, les questions posées par Alexandre le Grand aux anciens du Negev, représentants des sages d'Israël. Rambam, nommé aussi Maïmonide, dialogue dans son œuvre avec Platon et Aristote et leurs commentateurs. À notre époque, le Rav Kook réfléchit à l'œuvre de philosophes tels que Schopenhauer ou Bergson, pour ne pas mentionner Hegel. Enfin, les philosophes juifs du XXe siècle comme Cohen, Hermann Cohen, Martin Buber, Franz Rosenzweig sont à la fois les héritiers de la tradition juive et d'une longue tradition philosophique. Et leur œuvre atteste à la fois convergence et divergence entre les deux traditions. Pour autant, il est important de comprendre que la philosophie vit et se modifie d'une époque à l'autre et d'un philosophe à l'autre. Rambam dut se mesurer à Aristote et Lévinas, tout en se référant à Platon et à Descartes, se mesure aux grands penseurs de son époque, Bergson, Husserl, Heidegger, Buber, Rosenzweig, pour ne citer que les plus fameux. Dans cet entretien, nous attacherons à brosser à grands traits le paysage philosophique dans lequel Lévinas fait son entrée, lorsqu'il s'inscrit en 1923 à l'Université de Strasbourg. Bien sûr, il s'agit de la France, Strasbourg, il découvrira Descartes. Et nous aurons à parler de la lecture originale qu'il nous propose des méditations métaphysiques du grand philosophe français et de l'importance de cette lecture pour le développement de sa propre pensée. Mais en 1923, l'étoile de Bergson n'a pas encore pâli. D'emblée, avec la lecture de Bergson, qu'il mettra toujours parmi les plus grands philosophes de tous les temps, Lévinas découvre une nouvelle façon de penser le temps. On dit souvent, Bergson est le philosophe de la durée. La durée, ce n'est pas le temps des mathématiciens, des astronomes ou des physiciens. Ce n'est pas le temps rythmé par les horloges, qui est un temps appréhendé par l'intelligence à des fins pratiques. À ce temps auquel nous nous plions pour organiser au mieux notre séjour dans le monde, Bergson oppose le temps vécu, qui est un flux, un jaillissement ininterrompu, accessible uniquement de l'intérieur, par l'intuition. C'est un temps qualitatif, aucun instant ne ressemblant vraiment à un autre. Souvenons-nous de Proust, de la recherche, temps perdu. N'y a-t-il pas un temps différent du temps des mathématiciens, un temps où, malgré les apparences, il se produit toujours du nouveau. Certes, Kohelet affirme « Ein chadash tachat hashemesh » rien de nouveau sous le soleil. Et en effet, le temps mathématique est toujours identique, toujours le même. Tous les instants se valent. Et le soleil qu'évoque Kohelet peut être aussi nommé la raison,
Je cite ici Lévinas qui écrit dans Totalité infinie, page 192. Le sujet n'a aucune ressource en lui-même qui ne tarisse sous le soleil intelligible. Le sujet n'a aucune ressource en lui-même qui ne tarisse sous le soleil intelligible. Mais la durée qui s'écoule en nous, la durée qui est nous-mêmes, dans son perpétuel renouvellement, est semblable à l'astre nocturne qui rythme le temps pour les enfants d'Israël libérés de l'esclave en Égypte. Ha-chodesh hazeh lachem rosh chodashim. C'est la première mitzvah de la Torah. Ce mois est pour vous le premier des mois. Mais on peut aussi traduire en insistant sur la racine chadash dans le mot chodesh. Chadash, c'est le nouveau. Ce nouveau est pour vous le premier des renouveaux. Bergson est aussi le philosophe de la mémoire. L'oubli, dira-t-il, est superficiel et lié aux nécessités de l'action. Au fond de nous-mêmes, rien ne s'oublie. Et bien plus tard, Lévinas parlera de l'immémorial, une mémoire qui échappe au souvenir conscient. Le temps vécu, ou comme le dira plus tard Lévinas, le temps déformalisé, restitué à sa réalité concrète telle que nous la vivons en nous-mêmes, la mémoire débordant les limites de la conscience et nous rattachant à d'autres vies que la nôtre, ces thèmes réapparaîtront dans l'œuvre de maturité de Lévinas. Mais c'est à Strasbourg, sous l'impulsion du philosophe et théologien protestant Jean Hering, qu'il découvrira la phénoménologie d'Edmund Husserl. C'est à Strasbourg qu'il traduira les Méditations cartésiennes, ouvrage du philosophe juif allemand, et c'est ainsi que Lévinas en vint à connaître la philosophie nouvelle. On ne peut comprendre Lévinas sans réfléchir au sens de la révolution husserlienne, qui a nom phénoménologie. Lévinas disait d'ailleurs de lui-même « Je suis phénoménologue ». Dans Totalité infinie, il écrit, page 16, « La présentation et le développement des notions employées doivent tout à la méthode phénoménologique. Tout. » Et dans Autrement qu'être, à la fin d'Autrement qu'être, page 230, nos analyses revendiquent l'esprit de la philosophie husserlienne, dont la lettre a été le rappel à notre époque de la phénoménologie permanente rendue à son rang de méthode phénoménologique. À sa façon, donc, on pourrait dire, Husserl, comme on le dit en hébreu, Marzir Atara le Yoshna. Il rend ses lettres de noblesse à la phénoménologie permanente dont il fait une méthode. Phénoménologie, qu'est-ce à dire? Le mot est composé de deux termes grecs et signifie étude raisonnée, logos, des phénomènes, de ce qui apparaît ou de l'apparaître lui-même. Le phénoménologue, est celui qui apprend à voir ce que la vision ordinaire des choses ne nous permet pas de voir ou même nous dissimule. Pourquoi faut-il apprendre à voir ce qui apparaît? Pourquoi cet apprentissage est-il une révolution? La philosophie, depuis Socrate, a toujours combattu la vision ordinaire des choses. Souvenons-nous du mythe de la caverne dans la République de Platon. L'humanité y est décrite comme enchaînée dans une caverne et condamnée à ne voir que le reflet des choses, jusqu'à ce que vienne le libérateur, le philosophe qui a réussi à se délivrer de ses chaînes et à voir la vraie lumière, celle du soleil, on a parlé tout à l'heure du soleil intelligible, celle du soleil qui illumine le monde en dehors de la caverne. C'est bien, avec Platon, un grand mythe solaire qui est ainsi décrit, et il illustre bien la recherche philosophique de la vraie lumière, clé d'accès à la vraie vie. Descartes sera encore plus méfiant que Platon à l'égard du témoignage des sens. Seul
La lumière de l'évidence est pour lui digne de foi. Mais depuis Descartes, la philosophie a construit des systèmes. Système kantien, système hegelien. Elle a soumis les phénomènes, humains et autres, à la loi du système. Husserl proclamait « Revenons aux choses elles-mêmes, quittons les systèmes, les constructions métaphysiques superposées à la réalité. Et au lieu de quitter la caverne pour des mondes imaginaires, rentrons dans la caverne. Rentrons dans ce monde des apparences méprisées par la philosophie idéaliste. Et comme les philosophes dits empiristes, observons les phénomènes, chacun dans sa spécificité, chacun avec sa façon singulière d'apparaître. C'est tout d'abord, dirais-je, une leçon de modestie. Le phénoménologue ne plaque pas sur les phénomènes un cadre qui les prive de leur être propre. Il se met à l'écoute de la vie. Sartre dira « La phénoménologie, c'est la philosophie descendue dans la rue ». Et Lévinas citera en exergue du dernier chapitre de Difficile liberté, je cite, « Une conversation surprise dans le métro ». On imagine le philosophe dans le métro, écoutant et notant une conversation qu'on ne peut certes entendre nulle part ailleurs qu'à Paris. Et je cite une phrase de cette conversation surprise dans le métro. « Qui parle en clair de l'actualité? Qui s'exprime selon son cœur sur les hommes? Qui leur montre son visage? Celui qui s'exprime par substance, sujet, objet et autres abstractions. » Cette conversation surprise dans le métro en dit long sur la façon dont Lévinas, à la suite de Husserl et Heidegger, conçoit la philosophie. Le fait que le philosophe utilise des termes comme sujet, substance et autres abstractions ne dit pas que nous nous égarons dans des mondes imaginaires. Le philosophe parle des hommes et à des hommes, selon son cœur. Il montre son visage. Il s'expose à d'autres visages. C'est bien ce qu'enseignent les sages d'Israël, phénoménologues avant la lettre. Ezeu chacham halomed mikol adam. Qui est sage? Celui qui apprend de tout homme. La phénoménologie, disions-nous, est une école de modestie. Elle se méfie de l'hubris, de l'orgueil de tant de grandes philosophies qui prétendent savoir infiniment plus que le commun des mortels sur le sens de la vie. Cet exercice d'attention à la vie et aux êtres est sans cesse pratiqué par les sages du Talmud. Je cite une phrase qui revient très souvent dans le Talmud. « Puk chazi mai amadeva » sors et vois ce que fait le peuple. Et Hillel le sage, alors que les sages avaient oublié la loi du sacrifice de Pessah, lorsque la fête survient la veille du Shabbat, est-ce qu'on a le droit de transporter le couteau servant au sacrifice, le Shabbat, leur dit « Voyez ce que fait le peuple. S'ils ne sont pas des prophètes, ils sont fils de prophètes. » Et en effet, le peuple savait ce qu'il fallait faire, puisqu'ils ont glissé le couteau sur les moutons eux-mêmes, sur l'agneau pascal. Mais Husserl n'est pas seulement un observateur qui consigne ses observations, comme un botaniste. Il en recherche le sens et il se met en quête de la source de ce sens. Or, le phénomène, aussi riche soit-il, en qualité et propriété matérielle, est muet quant à son sens. On dit bien en hébreu, un objet c'est un domème, c'est un silencieux. Ce qui amène Husserl à prendre un tournant qui laissa nombre de ses disciples perplexes. Inspiré dans une large mesure par Descartes, souvenons-nous que l'opuscule traduit par Lévinas est intitulé « Méditation cartésienne », il se tourne vers le sujet pour y trouver la source du sens. Tout phénomène, enseigne-t-il, est un objet intentionnel. Le sujet n'est pas une nomade, un univers clos, retranché du monde. Il est d'emblée relié au monde par des actes intentionnels, tels que la pensée objective tournée vers l'objet, la volonté, avec tous les objets de la volonté, l'imagination, le souvenir. Toute pensée est reliée à un objet présent ou absent. Et c'est le sujet, dira Husserl, qui constitue ou fonde le sens de l'objet.
Ce tournant de l'objet au sujet est nommé par les philosophes le tournant transcendantal de Husserl, terme emprunté à Kant. Il restitue au sujet la position souveraine que lui avaient déjà attribuée Descartes et Kant. Le mérite de ce tournant, il faut bien le souligner, et Lévinas l'a bien compris dans ses premières études sur Husserl, le mérite de ce tournant est de sauvegarder la liberté du sujet, qui n'est en rien conditionné par le monde extérieur. Mais n'était-ce pas perdre l'acquis le plus important de la phénoménologie, le respect des phénomènes? Et, point crucial dans le développement de la pensée de Lévinas, qu'en est-il de ce phénomène particulier qu'est autrui, mon prochain? Ou bien s'agit-il là d'un phénomène comme les autres, constitué dans son sens par moi? Faut-il penser que je suis, moi, la source du sens conféré à autrui? N'a-t-il pas, mon prochain, cet autrui, n'a-t-il pas son sens en lui-même, indépendamment de toute activité intentionnelle de ma part? N'y a-t-il pas une violence exercée sur autrui, si la connaissance que je peux avoir à son propos fonde aussi le sens de son être? N'est-ce pas lui dérober son bien le plus précieux, à savoir sa liberté? Dans un article daté de 1940 et intitulé « L'œuvre d'Edmund Husserl », Lévinas écrivait « La phénoménologie de Husserl est en fin de compte une philosophie de la liberté, d'une liberté qui s'accomplit comme conscience et se définit par elle, d'une liberté qui ne caractérise pas seulement l'activité d'un être, mais qui se place avant l'être et par rapport à laquelle l'être se constitue. » Fin de citation. Entendons bien, la liberté précède l'être et le constitue. C'est la conséquence extrême et hautement problématique de l'idéalisme, ou, comme disent les philosophes, du transcendantalisme de Husserl. N'est-ce pas hisser le sujet à la place de Dieu? On se souvient du verset de la Genèse, lorsque le serpent tente, séduit la femme et lui dit « Vous mangerez du fruit de l'arbre de la connaissance, vitem qu'Elohim. Vous serez comme Dieu. » N'est-ce pas faire fi des limites imposées à la liberté par la condition humaine? En 1940, l'article que je viens de citer est daté de 1940, eh bien cette date, en 1940, Lévinas n'hésitera pas à aller jusque-là. Il écrit, dans le même texte, la monade, autrement dit l'homme pensant, invite Dieu lui-même à se constituer comme sens pour une pensée responsable devant elle-même. C'est donner beaucoup à la liberté humaine et laisser bien peu de place au Créateur. Mais le véritable danger n'est pas tant la subordination de Dieu à la conscience. Dieu peut fort bien préserver sa liberté et son autonomie. Non, le véritable danger de cette surévaluation de la conscience est celui qui guettait déjà Descartes. Il a pour nom, c'est un terme philosophique, mais il est important ici, il a pour nom solipsisme. Solipsisme du latin solus, seul, solitaire. Autrement dit, l'illusion fatale d'un sujet qui pense se suffire à lui-même et ignore royalement ou feint d'ignorer l'existence d'autres sujets qu'il réduit au statut de simples objets intentionnels, qu'il peut, à son gré, ignorer ou observer, comme on observe n'importe quel autre objet. À l'époque, Lévinas relève ce point délicat, mais n'y voit point une objection majeure. Il note, Husserl pose le sujet en tant que monade. Monade, donc, c'est un terme emprunté à Leibniz, qui signifie un monde clos. Le sujet peut, dans son fort intérieur, rendre compte de l'univers, sa coexistence avec autre chose, avant d'être un commerce, est une relation d'intellection. On voit à quel point Lévinas s'engage alors dans sa défense de la position intellectualiste de Husserl. Husserl, écrit-il, montre comment se constitue l'intersubjectivité, la relation autrui,
à partir du solipsisme de la monade. Solipsisme qui ne nie pas l'existence d'autrui, mais décrit une existence qui en principe peut se considérer comme si elle était seule. Fin de citation. L'intersubjectivité, c'est bien sûr ce que nous appelons très simplement la relation autrui, ce qui se passe entre deux personnes. Peut-on, comme le pense alors Lévinas à la suite de Husserl, constituer cette relation autrui à partir du solipsisme de la monade? Le solipsisme vrai, ou simplement imaginé, cette prétention du sujet à s'affirmer comme origine de tout sens, y compris celui d'autrui, ne rend-il pas impossible toute vraie relation autrui? Paul Ricoeur le dira bien dans une de ses études sur Husserl. Cette position, dit-il, est intenable. Il faut choisir ou bien un sujet totalement libre, sans aucune attache dans le monde, ne devant rien à personne, sans responsabilité autre qu'à l'égard de lui-même, libre comme Dieu, ou bien la relation autrui qui d'emblée m'engage et m'investit d'une responsabilité que je n'ai pas choisie et qui astreint d'emblée ma liberté à tenir compte d'autrui. En 1940 donc, à la veille de son incarcération en Allemagne, où il passera toutes les années de guerre dans le Stalag, Lévinas peut encore écrire « La pensée est une autonomie absolue ». Il peut encore écrire « L'esprit est une monade ». La pensée est entièrement, dira-t-il, maîtresse d'elle-même, responsable d'elle-même et par conséquent libre. Bien sûr, il s'agit d'un texte philosophique publié dans la revue philosophique en janvier-février 1940. Pourtant, la date n'est pas un détail sans importance. En 1940, un juif d'origine lituanienne peut encore écrire dans la revue philosophique. 1940, un monde qui s'écroule, un monde de valeurs que l'on croyait inébranlables, un monde héritier des valeurs de l'humanisme européen. Bien des années plus tard, Lévinas décrira dans son livre « Difficile liberté » ce qui advint à lui et à ses compagnons juifs dans le stalag. Nous étions 70, dit-il, dans ce stalag. 70 compagnons, israélites, comme il l'écrit dans cet article. Et nous étions comme un groupe de singes aux yeux des Allemands. Et il a cette phrase terrible, « Nous n'étions plus au monde ». Il ne s'agissait pas alors d'une simple privation de liberté, comme c'est le cas pour toute forme d'emprisonnement. Non, il ne s'agissait pas moins que d'une expulsion du monde. Nous n'étions plus au monde. L'oppresseur allemand agit alors comme s'il était seul au monde. C'est lui qui décide de l'être ou du non-être de ses victimes. Bien sûr, on dira, c'est un cas typique d'aveuglement philosophique. Husserl, au fait de sa gloire en 1928, pouvait-il prévoir qu'il serait rayé de l'université quelques années plus tard? Pouvait-il prévoir que son disciple et héritier, Martin Heidegger, effacerait la dédicace qui apparaît en tête de son livre Sein und Zeit, Être et temps? Pouvait-il prévoir que ce disciple, à qui il confia sa chair, ne trouva pas bon d'assister à son enterrement? Il eut la chance, Husserl, de mourir de mort naturelle en 1939. D'autres n'eurent pas cette chance et moururent victimes du solipsisme nazi. Non, le solipsisme n'est pas un problème théorique soumis à la sagacité des philosophes. C'est le problème auquel Lévinas dut se mesurer et qui obligera Lévinas à rebondir et à formuler une philosophie tout autre, une toute autre phénoménologie tournée vers l'autre, vers autrui.